C'est ce que je connais le mieux. Bon, ce n'est pas moi, c'était un héros de papier. Mais bon, c'est sûr que j'y mets pas mal de mon expérience et de ma vie professionnelle, mais aussi de mon identité, qui est à la fois corse et marseillaise. Je ne renie pas aussi mon côté marseillais. Et d'ailleurs, ça me fait souffrir d'un mal qu'a défini Jean Toussaint de Sante, qui était un philosophe corse, qui est décédé maintenant, qui disait qu'on était atteint d'une ambiguïté symbolique. Ce qui veut dire que quand on est en Corse, on a envie de venir sur le continent. Quand on est sur le continent, on peut retourner en Corse. Donc là où on est bien, c'est sur le bateau. Entre les deux. Il vaut mieux prendre le bateau que l'avion. Moi, je prends toujours le bateau. Je ne peux pas rater la sortie de Marseille et arriver à Ajaccio ou à Bastia. Les deux côtés sont très beaux. En avion, on ne voit rien. Ah non, parce que quand on arrive du côté d'Île-Rousse, qu'on fait le tour là-haut, l'odeur du maquis et tout, c'est beau quand on est à Île-Rousse, la Blagne, c'est chaud. C'est beau quand on fait tout le tour du Cap et qu'on arrive après à Bastia. Donc, m'a amené à écrire d'abord mes lectures. Bien entendu, bon, mes premières lectures, ce n'étaient pas des policiers, vous vous en doutez. Moi, j'avais des héros comme Pardaillan, D'Artagnan. Bon, mais en fait, le KPDP, c'est ce qui a précédé finalement le polar. Et d'ailleurs, quand on parle de Pardaillan, je ne sais pas si les gens savent, et le capitaine aussi, que l'auteur était corse, Michel Zévaco, né à Ajaccio, mais mort sur le continent. Et qui, finalement, c'était un roman de KPDP, mais social. C'était un peu l'avant-garde, ce qu'on appelle le néo-polar, qui est un roman social, un roman noir. D'ailleurs, il a fait plusieurs fois de la prison. Donc, ce sont ses lectures, et puis d'autres, après, j'avais un frère qui avait une bibliothèque qui comprenait presque tous les masques et les séries noires. Donc je me suis abreuvé de tout ça. Bien sûr, il avait aussi SAS et San Antonio. Bon, et j'avoue que j'ai une grosse affection pour San Antonio, avant tout. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Oui, quand même. Pour moi, d'ailleurs, San Antonio a inspiré beaucoup d'auteurs. Et ensuite, vous avez eu ce qu'on appelle le roman régional. Bon, là, vous connaissez, c'est Iso à Marseille, mais en fait, le prédécesseur, c'était Montalbán, l'espagnol, et puis il y a eu aussi Andrea Camilleri, le sicilien. Bon. Donc, tous se sont inspirés finalement de Montalbán. Ce qui ne veut pas dire que Fabio Montal, vienne de Montalbán. Pourquoi Iso il a appelé son personnage de la trilogie Montal? Parce qu'en fait, il avait beaucoup lu, il aimait beaucoup un poète italien qui s'appelle Montal. Et tout le monde a pensé que c'était une référence à Montalbán, l'espagnol. Pas du tout. Ça n'a rien à voir parce que Iso a commencé en écrivant des poèmes. J'ai lu un recueil de lui, c'est La Ride des jours. Il était un bon poète. Et d'ailleurs, dans ses romans, il a introduit la poésie de Broquier. J'ai fait moi-même, j'avais écrit un des premiers polars, le deuxième, je crois, Concile Obscur, où j'ai introduit des petits extraits des poèmes de Broquier. J'ai mis le livre de Broquier, il existe des îles lointaines entre les mains d'un personnage du roman, et de temps en temps, je mettais quelques lignes qui s'intercalaient. C'était vraiment des vers noirs, des vers de polar. Voilà. Donc, ce sont ces lectures, et puis j'ajoute aussi deux autres auteurs. Il y a José Giovanni, qui était corse aussi, qui a fait beaucoup de romans qui ont été ensuite adaptés au cinéma, parmi lesquels il y a Le Trou, et puis il y a Classe Tourisque, avec Belmondo et Ventura, et puis il y en a bien d'autres. Et l'autre, qui c'était l'autre? Je ne me souviens plus de l'autre. Il y en avait une deuxième que j'ai beaucoup. J'ai du ISO. Carrez. Philippe Carrez. Alors Carrez, je peux vous parler aussi de Carrez, on peut parler un peu de tout là. Carrez, en fait, son premier roman, il a été édité à Ajaccio. Tommaso aussi. Il a été édité chez Méditorial,
c'était un Corse, M. Guglielmi, qui avait créé cette édition et qui a donc édité les 2 premiers romans, celui de Carrez, un an avant Iso, hein, puisque Carrez il a été édité un an avant Iso à Ajaccio, et celui de Tommaso Deguin. Hein, donc l'histoire de Carrez a commencé à Ajaccio et s'est poursuivie sur Marseille. Hein. Donc ça a été un peu la naissance en Corse du roman, du polar corse, puisqu'en même temps, cet éditeur, qui n'a pas tenu très longtemps, a édité les premiers auteurs corses. Et la première, c'était une femme, Elisabeth Milleri. Hein. Donc, et lecture. Ensuite, il y a ma profession, bien entendu. Il est venu en avance, lui. Elle est là-bas qui arrive. Ensuite, il y a ma profession, bien entendu. J'ai commencé dans ce qu'on appelle une brigade territoriale, qui n'existe plus. C'était un peu la suite des brigades du Tigre à Paris. Donc, on était sous forme de brigade et on faisait de tout. C'est-à-dire, on pouvait faire du vol de voiture jusqu'au braquage. Et à cette occasion, un an après mes débuts, j'ai perdu un de mes collègues, Jacques Potier, qui a été tué non pas par des voyous, mais par l'Antigone, par la BRI. Ils étaient montés sur un braquage, et au moment d'intercepter les braqueurs, une équipe de la BRI a débarqué alors qu'elle n'était pas prévue, et a tué Potier. C'est de là qu'ont été mis les brassards à police, à tous les policiers, en disant, soi-disant, que Potier était mal habillé, et Potier c'était le mieux habillé de tous. C'était l'été, c'était en juillet, il avait une tenue, même pas de jean, hein, une petite blouson ensemble bleu ciel, je me souviens, un petit bleu ciel. Il était très bien habillé, les cheveux courts, il était très présentable. Mais c'est à Paris. Paris est dans le 12e, où j'ai travaillé. Moi, je travaillais sur le 12e, 11e et 20e. Après, je suis allé à la brigade financière. On m'a dit que c'était la meilleure façon de redescendre à Marseille. Ça m'a valu des années de plus. J'ai fait un mauvais choix. Ensuite, je suis descendu à Marseille, où là, j'ai fait du proxénétisme. Je n'ai pas participé à des affaires de proxénétisme. Et ensuite, la financière. Et j'ai terminé ma carrière à ce qu'on appelle un bœuf carotte, la police des polices. Ça m'a permis d'avoir un recul sur ma carrière, sur mon métier. Et bon, à la fin, prenant ma retraite, je suis rentré dans la fiction. J'ai quitté le réel pour la fiction. Et bien entendu, le travail de policier n'a rien à voir avec la fiction. Hein. La fiction, c'est du roman. Le roman, qu'est-ce que c'est? Le roman, c'est une intrigue et des anecdotes. Hein. Et là, c'est l'auteur qui fabrique l'histoire, alors que le policier ne la fabrique pas, il cherche la vérité. Là, c'est l'auteur qui fabrique, alors le jeu est un peu faussé. Hein. Et une procédure judiciaire, c'est un peu toujours la même chose, c'est une routine, du moins dans la forme. Vous avez toujours la même structure. Vous avez le pays de saisine, vous avez le déplacement, s'il n'y a pas de faux déplacés, vous avez les constatations, vous avez les auditions, ensuite les arrestations, les perquisitions, c'est toujours à peu près la même chose. La seule chose qui change, parce que les affaires aussi se ressemblent bien souvent, la seule chose qui change la procédure, c'est l'individu que vous arrêtez, que vous entendez. Donc c'est le côté humain, c'est la patte humaine. Hein. Et là rentre en jeu la patte humaine de l'interpellé qui est mis en garde à vue et du policier qui s'occupe de lui. Voilà. Donc c'est le côté le plus intéressant du métier finalement. Hein. Ce n'est pas les surveillances, parce qu'une surveillance, vous passez des heures dans une voiture à user les semelles sur le fond de la voiture tellement que vous en avez marre. Voilà. Le côté, c'est quand vous avez la personne et que vous finissez l'enquête et donc vous revoyez tout le déroulé de cette enquête. Donc là maintenant, j'en suis à une douzaine, je pense, peut-être un peu plus, de polars. J'ai participé en Corse aussi à des nouvelles et aussi à d'autres recueils collectifs. Voilà. Et là, vous avez eu mon dernier roman, qui finalement commence comme une procédure, puisque le premier PV, c'est la saisine du policier à la découverte d'un cadavre. Donc c'est vraiment le début de la procédure. Alors moi, je suis un peu attaché à cette procédure, donc ça se ressent dans ce que j'écris, hein,
puisque souvent c'est la procédure qui est le moteur du roman, hein, mais j'espère qu'on y trouve aussi autre chose. Et en fait, j'essaie de faire un roman qui n'est pas que policier, qui n'est pas que roman social, qui n'est pas que roman énigme, et bon, ça donne ce genre de roman. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein, Oui. mais je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Jean-Bernard Pouilly. C'est celui qui a mis au point un personnage, le poulpe, qui a été repris par plein d'auteurs, qui ont fait chacun leur poulpe, hein, bon, et qui lui avait une idée bien précise sur l'évolution de la noire, on appelle ça la littérature noire, en disant que c'était le roman noir, le roman social qui avait gagné, que le roman policier, il fallait le jeter dans les poubelles de l'histoire, le roman énigme dans le compost du Sudoku, et le roman, je ne sais plus quel autre, il l'envoyait aussi dans le roman psychologique dans les chiottes du pseudo-freudisme. Voilà. C'est un peu sévère pour des gens comme Donald Cole, comme Agatha Christie. Bon, mais c'est un personnage un peu particulier et il fait partie de ce qu'on a appelé le néo-polar, qui a été lancé par un Marseillais, Manchette. C'est Manchette qui a créé ce genre, ce sous-genre, qui en fait est le roman social, qui veut que le mal est dans la société et non pas dans l'individu. Et bien souvent, ces romans, vous n'allez pas y trouver de policiers, parfois même pas d'enquêteurs ou de détectives. Ce sont des romans de la ville, des romans sociaux qui abordent des problèmes sociaux sous un angle particulier, très politique. Tu es d'accord avec moi? Oh, tu sais, moi... Il fait la sieste, Paul. Non, Il écoute. Il est à peu près dans ce que je fais, hein, je pense, hein, oui. mais en plus hybride, hein. en plus hybride. C'est plus En compliqué. plus, le mal et le bien mélangés, parce que le mal et le bien se mélangent pour deux intérêts dans mes romans, la raison d'État et le fric. Voilà. Donc, et parfois le cul, mais c'est rare. Le côté espionnage. Voilà. côté, Autrement dit, à un moment donné, oui, j'arrive souvent à mélanger le droit commun et le politique ou l'espionnage international. Parce qu'à un moment donné, il faut toujours aller chercher une personne faible pour commettre ce qu'une personne haut placée n'aimera pas commettre, n'osera pas commettre. Donc, Il faut le faire aux autres. voilà, donc à un moment donné, Alors, le bien et le mal se mélangent. Oui. Le confort de l'auteur, finalement, par rapport au policier, c'est que le policier, quand il fait une enquête, bon, ben, il va au bout de son enquête, après, ça va passer entre les mains de magistrats, d'abord de sa hiérarchie, de magistrats, ensuite il va y avoir les avocats, et tout le monde va, et les jugements, et tout le monde va mettre en cause son enquête. Son enquête va être décortiquée, critiquée, dépecée. Bon. Le roman, également, c'est vrai que souvent les lecteurs admettent qu'à la fin, le coupable désigné, c'est bien lui, et pas un autre. Il n'y a pas trop de mise en cause. Et il y a une personne qui a essayé de mettre de renverser ça, c'est un nommé Pierre Bayard, c'était un enseignant en lettres et un psychanalyste qui a revu, par exemple, l'histoire d'Oedipe, et Oedipe qui tue son père, qui a démontré qu'il n'avait pas finalement tué son père. Il a repris aussi les chaînes de Baskerville, c'est-à-dire que toutes les pistes n'avaient pas explorées. Oh là là, le fort, il s'est mis en colère. N'avaient pas été explorées par l'auteur, et que donc c'était pas forcément le bon coupable. Et il part du principe que les coupables qui sont donnés en pâture au lecteur par les auteurs sont souvent de faux coupables. Voilà. Donc je vous engage, quand vous lisez des polars, à en faire de même, à garder l'esprit critique et à avoir votre propre, parce qu'un roman, finalement, ça s'écrit à deux. Hein. Il y a celui qui le scribe, et puis le lecteur, il le réécrit. Hein. C'est valable pour beaucoup de choses. C'est étrange, comme quand on discute avec plusieurs lecteurs d'un livre qu'on a écrit, oui. on en a autant de lectures différentes que de lecteurs.
Absolument. Un peu comme les élèves quand ils Oui, lisent un texte. Donc chacun se construit entre les lignes sa propre histoire. Alors pour celui-là, bon, finalement c'est un peu le classique de ce que je fais, si ce n'est que j'essaie toujours d'introduire dedans quand même quelques faits de société. Alors, je ne sais pas si vous les avez remarqués. Hein. Bon, il y a, moi ça commence aussi à me concerner, hein, les EHPAD. C'est ma bête noire. Vous avez compris. Voilà, donc les EHPAD. Après, j'ai voulu parler des peintres corses qui ne sont pas connus, mais qui valent le coup d'être connus. Et ça m'est venu aussi parce qu'il y a eu une exposition en Corse de Matisse. Et donc, avec toute la période de Matisse qu'il a passée en Corse, et avec les peintures de Matisse autour d'Ajaccio, donc ça m'a donné aussi cette idée. Donc, c'est parti un peu de tout ça. Ensuite, bon, vous avez une femme qui est tuée. Bon, hein, et une enquête assez classique, hein, dans le fond. Hein. Bon. Par contre, tout ce qui est, toutes les références qui sont prises sont vraies. Hein. La description du commissariat central de New York, elle est bonne. Hein. C'est la vraie description, hein, par exemple. Hein. Les références à des œuvres picturales sont réelles aussi. Hein. Les prix des tableaux corses seraient bons. Hein. Il y a une forte recherche. Donc il y a beaucoup de faits documentés dedans. Hein. C'est pas que de la fiction. Hein. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour répondre. Moi j'aurais une question. Donc si je comprends bien, vous prenez la base de votre vécu, de vos expériences, pour après monter le roman dessus. Alors, l'histoire, je la fabrique. Il est bien entendu qu'elle est fabriquée à partir de mon expérience de policier et à travers plusieurs affaires. Seulement, je considère, moi, que les affaires auxquelles j'ai participé ne m'appartiennent pas. Bon. Ensuite, si les policiers, vous en avez vu qu'écrivent, viennent vous dire qu'ils ont arrêté tout seuls Zampa ou le Belge, c'est pas dans mon discours. On ne travaille jamais seul. On travaille en équipe, on fait une part de travail seul, mais on travaille aussi en équipe. Le seul endroit où j'ai travaillé seul, c'est à la police des polices. On travaille sur dossier. Hein. Voilà. Donc là, la plupart du temps, on travaille seul, hein, puisqu'on va entendre des fonctionnaires sur les reproches qu'on a à leur faire. Hein. Bon. Mais en police judiciaire, on ne travaille jamais seul. On est toujours en équipe. Donc vous n'arrêtez personne tout seul. Et d'ailleurs, moi, à mon époque, il y avait moins de problèmes. Bon, on pouvait très bien à Marseille, je l'ai fait plusieurs fois, rentrer dans un bar, arrêter quelqu'un, un bar de voyous, arrêter quelqu'un à deux, aller lui dire, tu viens, le mec qui venait, même pas lui mettre les menottes, on l'emmenait et on l'emmenait. Bon, il ne se passait rien. Maintenant, il faut qu'ils y aillent à 10, avec un fusil à pompe pour assurer la sécurité, avec ci, avec ça. Je n'ai pas connu cette époque, moi. J'ai connu une époque où tout se passait bien. Hein. Donc j'ai du mal à parler de l'époque actuelle, parce qu'il y a l'actualité, tout le monde l'a vu, hein, cette actualité, par exemple. Bon, moi, si je regarde que l'image qu'on nous a montrée, j'en ai eu des refus d'obtempérer, hein, j'en ai eu des trucs comme ça. Hein. Je ne me suis jamais positionné, jamais personne de mes collègues ne s'est positionné comme se sont positionnés les deux fonctionnaires. Ils étaient très mal positionnés déjà, dès le départ. On ne se positionne pas comme ça. Ils ont peur aussi. Non, mais c'est pas une peur. C'est pas normal, hein, non, là, c'est pas avoir peur. C'est mal se positionner. Au contraire, ils se mettent en danger. Bon, et ils mettent en danger les personnes qui sont dans le véhicule. Bon. Donc, ils ne doivent pas se positionner comme ça. Donc, déjà, à la base, c'est pas bon. Ensuite, on ne doit pas tirer, là. Bon. C'est comme on dit, il faut tirer sur les pneus. Il ne faut pas tirer sur les pneus. C'est pas vrai. La seule chose qu'il faut faire, c'est essayer d'arrêter les gens. À partir du moment où il n'y a pas d'armes, où il n'y a pas de tout ça, si on n'arrive pas à les arrêter, il faut savoir perdre aussi. On les récupérera une autre fois. Combien de fois nous on a laissé partir des gens, mais ils sont identifiés. Et après on allait les chercher calmement. Mais on évitait tout ça. Alors je ne veux pas critiquer les collègues, mais moi ce n'était pas ma façon de travailler à mon époque. Donc maintenant les choses ont changé.
C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Là où on allait à 2, maintenant il faut aller à 15. Bon, et tout ceci aussi n'a pas été arrangé par une époque, j'ai connu la fin, l'époque de la police de proximité. Je vous assure que ça fonctionnait. Et quelqu'un a stoppé ça parce qu'il estimait que les policiers ne devaient pas faire de social, ne devaient faire que du répressif. On en est là maintenant. Alors que ça fonctionnait, je vous assure que ça fonctionnait. Je les ai vus, moi. J'étais à l'IGPN à l'époque. Je les ai vus fonctionner. J'ai vu que ça fonctionnait très bien. Il ne fallait pas arrêter ça. Il ne fallait surtout pas arrêter ça. Il y a quelque chose qui fonctionne, on le continue, on ne l'arrête pas. Ce qu'on appelait aussi l'îlotage. L'îlotage. Ah oui. Voilà. Oui. Mais plus que ça, ils prenaient des gosses des cités qui auraient traîné dans les rues, ils les amenaient au prophète, leur apprendre à nager, leur faire des trucs, ils organisaient des matchs. Je suis un ancien du prophète. Voilà. Je suis un ancien du prophète. Ah, voilà. Dans l'époque où il y avait la venir. police municipale tout l'été. Oui, tu les as vus venir. Oui, C'était des mecs bien, les mecs. J'étais au prophète. Oui. Bon. Tout ça, ça fonctionnait. Donc J'ai après, découvert la on en voie est là là-bas. maintenant. Et le retour en arrière est difficile. Donc on a quelques années difficiles encore. En informatique, c'est pareil. Quand il y a un programme qui marche, il ne faut pas le changer. Voilà. Parce que celui qui le change, généralement, il casse ce qui marche et il n'arrange pas. Et c'est ce qu'on passe notre temps à faire, c'est casser ce qui marche pour mettre quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Et dans la police, ils l'ont beaucoup fait, je vous assure qu'ils l'ont beaucoup fait. L'éducation Ensuite- nationale aussi. ensuite- Oh là là. À l'éducation nationale, et ma femme est enseignante, donc Voilà, je l'ai vu. Moi, je suis allé, je ne le fais jamais. C'est comme là, je suis ici par amitié pour Paul. Paul. Je vous avoue, je ne fais pas ce genre d'intervention. Moi, j'écris, je reste à la maison, je vais en Corse. Pour mon épouse, j'ai fait un atelier d'écriture dans une de ses classes, dans un lycée professionnel, et pas des plus faciles. Donc je suis allé, j'ai fait cet atelier d'écriture avec elle. Ça s'est très bien passé. Ça s'est magnifiquement bien passé. Ils se sont intéressés. Ils ont fait chacun une nouvelle policière. On leur a fait un petit bouquin. Ils ont eu leur bouquin à la fin de l'atelier. Un enfant, si on sait Donc le voir, si on s'en occupe, il y a quelque chose de positif qui se on passe. doit y arriver. Mais il y en a tellement à s'occuper. Ah, il y en a tellement, C'est ça, mais ça si arrive on à s'occupe... Avant, il y en avait quelques-uns. Oui, mais si on oui, mais l'école, c'est le passage le plus favorable. Pour Bien ça. sûr. Oui, mais Ils y passent tous. il faut que Ils y le passent gosse tous, il soit disponible, sinon À l'école, il est obligé d'être disponible, il est obligé d'être là. Ensuite, bon, il y a d'autres problèmes. C'est vrai que la plupart, beaucoup de ces gosses n'ont pas de père. Ils sont uniquement avec la mère. Et la mère, qui souvent, elle est débordée. Parce qu'arrivée à un âge, elle ne peut plus avoir de l'autorité sur eux. Bon. Donc, ce problème existe. Mais il faut essayer quand même de faire des choses qui peuvent... Même si vous en sauvez 3 sur 100, Ça suffit, c'est déjà bien. c'est important d'en sauver 3. il en faut peu des fois. Moi, je dirais qu'on est à 85-90 sur 100 sauvés. Bon, voilà, moi je ne connais pas. Oui, mais oui, même oui, 3, oui. ça suffit. Ça serait, J'ai à partir passé du moment où quelqu'un, c'est- 27 ans au lycée Nord, je peux te garantir que Bien placé, là. sur la Castellane, à l'époque, il y avait peut-être 25-30 brebis galeuses sur 30 000 habitants. c'est énorme. Et ça C'est suffit. énorme. C'est là où Ça on passe suffit. au bac. Eh ben oui, tu as passé ton bac. Donc, les chiffres sont... Est-ce que ne faisait pas frapper comme maintenant la police non plus de la carrière d'un policier, est-ce qu'il y a un certain nombre de, je dirais, de la formation continue? Alors voilà. Parce que Il y a- moi j'étais ingénieur, donc Moi, on avait je vais tout vous le temps expliquer. des- Moi, je suis rentré comme inspecteur. Ouais. Rentré inspecteur de police, ça n'existe plus. Moi, enfin, ma carrière, ça a été inspecteur principal, inspecteur divisionnaire. Quand je suis arrivé divisionnaire, ils ont réformé la police. Ils ont fait plus qu'un seul corps, donc moi j'étais dans le corps des civils, ils ont fait qu'un seul corps, donc ils ont mis des grades à ce moment-là, et donc inspecteur divisionnaire, c'était commandant, donc j'ai terminé commandant de police. Bon. Et quand je suis rentré inspecteur, j'ai eu 3 mois de stage. J'ai dû tirer combien de cartouches? Allez, si j'en ai tiré 80, c'est un maximum. Je me suis retrouvé dans une brigade territoriale à faire du saute-dessus de tous les côtés. Seulement, on nous avait par contre beaucoup sensibilisés aux bavures. On nous avait tellement sensibilisés aux bavures qu'on hésitait à sortir l'arme. Pour dire. Et je me souviens des premières interventions, on me dit on y va, et moi je suis.
on arrive à un endroit, c'était des vieux immeubles, il y avait une fille d'origine maghrébine qui attendait et qui dit c'est en haut, c'est en haut. Et on me dit tu restes avec elle, on monte et si quelqu'un vient, et on ne me dit même pas quel étage, quel endroit, et je reste avec cette fille que je ne connaissais pas. À peine on était seuls, la porte s'ouvre et rentre un mec chauve avec une cicatrice et elle me dit c'est lui. C'est lui qui, c'est lui quoi? Je ne savais même pas. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit police, les mains en l'air contre le mur. Je l'ai fouillé, il aurait un canon sur lui, je ne l'aurais pas trouvé. Et je lui ai dit tu sais où on va? Je te suis. On est monté au premier étage et mes collègues étaient en perquisition avec d'autres personnes en train de... Voilà moi comment j'ai été formé. Hein. C'est-à-dire que le type qui aurait eu une arme nous tuait. Si ça Simplement. n'était Au bout de quelques mois de police. Tu connais le film Le Petit Lieutenant? Hein? Le film Le Petit Lieutenant avec Nathalie Baye. Ça me dit Ça quelque te chose. choque? De ce policier qui se fait poignarder parce qu'il monte tout seul dans un appartement. Moi, on m'a laissé seul en bas. On m'a laissé seul en bas. C'est exactement pareil. Sans savoir ce que... Et en fait, c'était une affaire de vol et de recel d'objets volés. C'était donc pas une affaire importante. Hein. Ah oui, après, voilà. Non, mais moi, je suis quand même dans une époque où... bon, j'ai eu quelques... J'ai un mec qui a essayé de le flinguer, notamment, où ça a été très chaud. Bon, hein. Mais la plupart du temps, on fait en sorte que comme une voiture. On plante sur une voiture, on attend quelqu'un. On n'attend pas qu'il monte dans la voiture. Hein. Quand il arrive et qu'il met la clé à la portière, on lui saute dessus. Hein. On n'attend pas qu'il soit dans la voiture. Donc le type il a le temps de rien faire, même chez les armes, il n'y a pas de temps de la sortir. Bon. Une autre fois, c'était à Marseille. On passe devant un bar et on cherchait un mec, on voit la voiture du type. Et au bar, ils étaient plusieurs attablés, c'était en juillet, il faisait chaud, et il n'y en avait qu'un seul qui avait une veste. Et on savait, et on dit le nom à qui laisse la voiture. Et celui qui avait la veste dit elle est à moi. Il dit par là, police, par là. Et il y a mon collègue qui me dit il en a une, il en a une. Alors quand il dit il en a une, il faut comprendre qu'il a une arme. Bon. Et effectivement, il avait une arme. Donc on a. Mais heureusement, il y a un mec, un des types, d'ailleurs c'était le boxeur Karamanoulis, qui nous connaissait et qui dit ce sont vraiment des policiers. Bon. Après j'ai compris pourquoi il avait dit ça. On l'a arrêté, pour d'armes. Il a fait 6 mois de prison, il est sorti, 2 mois après il s'est fait tuer. C'était les autres. Voilà, donc il avait une arme, il avait des raisons d'avoir une arme. Voilà, c'est qu'il était menacé. Mais là encore, vous ne savez pas sur quoi vous tombez, mais là on n'a rien risqué. Parce que l'autre il dit ce sont des policiers, à partir du moment où il a dit c'est des policiers, il a pu brocher, il n'a pas sorti l'arme. Ça paraît chaud, mais c'est pas chaud. Hein. Ensuite, vous avez des histoires de fausses armes aussi. En bas de chez moi, une fois, deux qui se disputent, je descends parce que je les connaissais, et puis il y en a un qui avait frappé l'autre. Et celui qui s'était fait frapper, il s'en va, il va à sa voiture, il revient avec une arme. À ce moment, mon épouse qui regardait du balcon voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Appelle la police. Et je m'approche, et puis j'ai vu l'arme, et j'ai compris que ce n'était pas une vraie. Hein, ça se voit. Bon. Donc il n'y avait pas de danger. N'empêche que sont arrivés les gens de la banque, qu'à ce moment-là j'ai réfléchi, j'ai dit il risque de se faire flinguer. Et je leur ai dit non, c'est une fosse, c'est pas un gros bougre, ne vous affolez pas. Voilà. Et ça s'est arrêté. Et souvent on a des problèmes comme ça avec des fausses armes. À Paris, une fois, un type qui menaçait en voiture les gens avec une arme. On va, c'était un vigile du centre Soleil à Paris, dans la banlieue. Bon, on va chez lui, on tape et on commence à entendre. Il avait je ne sais pas combien de verrous derrière. Il ouvre la porte et il avait une arme à la main. Tout de suite, bien en regardant, on a vu qu'elle était fausse. Mais parce qu'on a l'habitude. On arrive à détecter une fausse. Maintenant, il faut des armes tellement bien faites maintenant. Bon, je ne sais pas si on les reconnaîtrait toutes. Hein. Même les gravures de marque et tout. Oui. Les numéros de série. C'était visible. Hein. Elle était en plastique, tu vois que c'est du plastique. Bon. Donc c'était cette arme qu'il avait montré en conduisant, il avait montré ça.
pour faire peur à notre il y en a bouche. personne. Et donc, la bavure, elle peut arriver.